chers amis, nous sommes le mardi 20 novembre, 10h23. Il commence à faire froid, j'ai mis mon petit pull. Je vous dis bonjour, je vous souhaite une bonne matinée. Donc, comme vous avez remarqué, je fais des vidéos d'à peu près 12-15 minutes, de telle sorte que dans mon imaginaire, je me dis que ça peut vous apporter une nourriture pour travailler sur la pensée activement, chaque jour ou tous les 2 jours. Il reste à peu près une trentaine de vidéos à faire pour arriver à la fin de la philosophie de la liberté. Et je vous dis qu'on est occupé à gravir la montagne tout doucement. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Alors, ceci est la partie 2 du deuxième chapitre. Et je vais vous parler aujourd'hui de la distinction entre le dualisme et le monisme, qui sont des frères ennemis depuis une éternité, et ça continue encore, bien sûr, de nos jours. Alors nous allons commencer par le dualisme. Je prends le livre en main pour suivre en fait le texte, car c'est très important en fait, je vous l'ai dit, c'est une sorte de petite rivière qui coule, et c'est pas un livre comme les autres, je l'ai déjà dit, c'est pas un livre avec des thématiques tranchées comme ça qu'on pourrait mémoriser. Il faut chaque fois intérieurement refaire le processus, revenir à la vidéo précédente, refaire le processus et puis continuer aujourd'hui. Donc le dualisme 2, donc voilà, qui sépare le monde en 2 parties. Une qui est dirigée du côté de l'esprit, disons le monde de l'esprit, tout ce qui touche au monde spirituel, et l'autre côté, le monde matériel. Le dualisme envisage uniquement la séparation tracée par la conscience humaine entre le moi et le monde. Et le problème quand on fait ça, quand on se dit qu'il y a 2 mondes vraiment essentiellement différents, d'essence différente, comment est-ce qu'on va faire pour les réconcilier? Et ça, c'est le gros problème du dualisme. Alors, ces 2 mondes, il les appelle d'un côté esprit et de l'autre côté matière. Sujet, objet. Pensée, phénomène, monde d'essence. Il sent bien qu'il y a un lien entre ces 2 mondes, mais le dualiste se montre incapable de le trouver. Le sens profond de tout ça, vous le comprendrez mieux dans les chapitres qui vont suivre. Donc ici, c'est vraiment une introduction de base que je vous conseille vraiment de garder en mémoire. Je vais vous faire 2 schémas qui vous permettront d'y revenir lorsque vous doutez de votre pensée à ce sujet. Alors le dualiste situe l'homme, bien sûr, avec son moi du côté de l'esprit, et de l'autre côté, il y a le monde extérieur, avec les perceptions sensibles. C'est le monde physique. Et donc l'homme s'insère entre ces 2 mondes. Le moi fait donc partie du monde spirituel, tandis que les choses matérielles et les phénomènes perçus par les sens appartiennent au monde extérieur. Nécessairement, l'homme retrouve toutes les énigmes relatives à l'esprit et à la matière dans l'énigme fondamentale de sa propre nature. Le dualiste pense que l'esprit et le moi
et la matière, le monde, sont deux entités essentiellement différentes, donc d'essence différente. Alors comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Quel est le pont entre les deux? Et ça, le dualiste, pur et dur, n'arrive pas à le faire. Comment l'esprit peut-il savoir ce qui se passe dans la matière, qui lui est par nature totalement étrangère? Et dans ces conditions, comment l'esprit pourrait-il exercer une influence sur la matière afin d'y convertir ses intentions en actes? Alors, pour donner une réponse à cette question, on a inventé une série invraisemblable de théories qui ne vont pas être abordées dans ce chapitre, mais bien plus tard dans le livre. Alors, je vous quitte un moment. Je vais projeter là, sur l'écran, un petit schéma, un petit résumé. Il n'est pas complet, évidemment. Faites référence au texte quand vous en avez besoin. Et après, je vous parle du monisme. La deuxième conception du monde que nous allons étudier, c'est le monisme. Et dans le cas du monisme, il n'y en a pas un seul, mais trois. Le monisme considère qu'il n'existe qu'un seul monde, unitaire. Et la première conception que nous connaissons tous bien, c'est le matérialisme en fait. C'est le matérialisme qui dit que tous les processus vivants, les processus sensibles et ce qui se passe à l'intérieur de nous ne sont que le produit de la matière. Il met la matière au premier plan. Mais le matérialisme ne pourra jamais fournir une explication satisfaisante du monde. Car le problème du matérialiste, c'est qu'au moment où il considère sa conception, il considère la matière, il doit d'abord penser au sujet de la matière. Donc, il doit utiliser et élaborer des idées. Et donc, il se trouve devant deux faits d'ordre différents. D'une part, le monde matériel et d'autre part, les idées qu'il se fait de lui. Le matérialisme cherche à expliquer la pensée comme un phénomène qui se déroule dans le cerveau, un peu comme la digestion se passe dans notre estomac. Il va rechercher dans les connexions neuronales, etc., le fondement de la pensée. Il est clair qu'il se passe des choses extrêmement importantes dans le cerveau. Quelles sont ces choses? Ça, c'est une autre question. Mais, au moment où il attribue au cerveau de façon unilatérale la faculté de penser, on se retrouve simplement au début du problème à nouveau. Comment se fait-il que la matière n'est pas satisfaite d'elle-même? Pourquoi se met-elle en face du monde et commence à se poser des questions? Le matérialiste a détourné son regard du sujet bien précis qu'est son propre moi pour aboutir à une abstraction nébuleuse et vague. Il retrouve la même énigme qu'auparavant. Maintenant, le matérialisme, je veux dire, il ne faut pas le rejeter d'emblée. Au contraire, il nous incite à réfléchir profondément sur la nature humaine et sur le monde. C'est vraiment comme si on nous piquait au derrière. Moi, je ne rejette pas le matérialisme en soi. L'idée n'est pas du tout stupide, seulement elle aboutit à une impasse. La deuxième forme du monisme, c'est le spiritualisme, un peu l'inverse du matérialisme. Le spiritualiste est un moniste, il y a un seul monde dans lequel il n'existe que l'esprit.
Et le spiritualiste refuse à la matière toute réalité indépendante. Et là, de nouveau, quand on applique ces idées à la connaissance de soi, cette conception aboutit à une impasse. Notre moi, qui est placé du côté de l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, se trouve brutalement placé face au monde sensible, au monde matériel. Et comme le moi est placé du côté de l'esprit, il est incapable de trouver le lien avec le monde matériel qui est d'essence essentiellement différente. Ainsi, le moi semble devoir renoncer à connaître le monde s'il ne se décide à faire appel à des éléments non spirituels. On arrive à une contradiction très importante. Il en est de même pour nos actes. Pour nos actes, on est bien obligé d'utiliser des éléments qu'on qualifie de matériels. Et ça pose question aux spiritualistes. Si je tombe en panne de voiture au bord de l'autoroute, je peux très bien prendre mon téléphone et téléphoner à mon gourou et dire bonjour cher gourou, j'ai beau méditer au bord de l'autoroute, est-ce que tu pourrais me donner des indications pour regonfler mes pneus? C'est un peu problématique. Mieux vaut téléphoner à un garagiste qui lui est très prosaïque, utilise des phénomènes d'ordre matériel, va arriver avec sa dépanneuse ou avec ses outils, et voilà, le pneu sera réparé. Nous ne pouvons donc pas nous dispenser de ce monde matériel dont nous dépendons. Je pense que dans la vie quotidienne, il y a assez d'exemples qui le montrent. Et donc, quand on pense en tant que spiritualiste, on est vraiment comme coupé en deux, avec un sentiment de malaise. Qu'est-ce qui se passe? Comment trouver le lien entre ces deux mondes? Étudiant son propre moi, l'homme perçoit d'abord que ce moi engendre des pensées et structure un monde d'idées, d'où la tendance de la philosophie spiritualiste à ne reconnaître du monde de l'esprit que le seul monde des idées. Et ça, c'est un autre problème du spiritualisme, c'est qu'il est omnubilé par les idées et il confond les réalités d'ordre spirituel avec les idées que l'homme élabore à l'intérieur de lui. Et sa vision du monde s'en trouve paralysée et est emprisonnée dans les limites de l'activité du moi. La troisième forme de monisme, donc conception unitaire du monde, je lis. D'après la troisième forme du monisme, la particule la plus élémentaire, l'atome, réunit déjà en elle les deux essences matérielles et spirituelles. On peut imaginer une sorte de Big Bang qui part d'un atome primitif, primordial, dans lequel seraient réunis de façon globale, aussi bien l'esprit que la matière, le Big Bang. Mais là encore, rien n'est expliqué. Le problème est simplement transposé sur un plan autre que celui de notre conscience. Étant une unité en soi, comment l'atome arrive-t-il à se manifester sous deux aspects? Voilà, je vous laisse en compagnie de mon résumé que j'ai fait sous forme d'une image pendant quelques secondes. Toutes ces doctrines, il faut répondre que la polarité primordiale se situe d'abord dans notre propre conscience. C'est nous-mêmes qui nous détachons du sein originel de la nature pour opposer notre moi au monde. Mais au fond, l'idée suivante qui vient, quand on veut retrouver le chemin vers la nature,
On pourrait se dire qu'au fond, quand on s'est séparé de la nature, on n'a pas pu faire autrement qu'emporter quelque chose avec nous. Je reviens sur l'idée. On est au sein de la nature, on est englobé dans son sein. Au fur et à mesure que la conscience se développe et que la séparation, la séparativité qui l'accompagne se développe, nous nous séparons de la nature. Mais on s'en sépare à partir d'éléments qui nous étaient communs. Donc forcément, en se séparant, on a dû emporter quelque chose avec nous. Et cette partie de nous qu'on a emportée nous servira de guide. Notre voie est donc toute tracée. C'est très important cette idée qu'on a pris quelque chose avec nous au moment où on se sépare de la nature. Toute spéculation au sujet des actions réciproques de la nature et de l'esprit sont vaines. Il importe par contre de descendre dans les profondeurs de notre âme pour y retrouver les éléments que nous avions amenés avec nous à l'origine en nous séparant de la nature. Donc ici, c'est une incitation profonde et tout à fait logique. Il n'y a rien à redire à ça. Il faut se connaître soi-même. Il faut aller chercher à l'intérieur de soi-même. Il parle ici d'une expérience que chacun peut accomplir dans sa propre conscience. Et c'est pour ça que moi aussi, si vous voulez, quand je fais ces petites vidéos, je me dis que chaque vidéo peut être l'occasion d'un exercice intérieur. C'est une pratique, la philosophie de la liberté. C'est pas simplement un livre qu'on lit au coin du feu et qu'on étudie. Il faut se concentrer, il faut l'observer, il faut en tirer des conséquences et il faut essayer d'observer à l'intérieur de soi et de sa biographie et de sa vie quotidienne et d'en faire une expérience. C'est toujours une expérience unique. Chacun a à l'intérieur de sa biographie une petite porte ou des petites portes par lesquelles il peut passer pour faire ses expériences. Le monisme nous invite à faire 3 types d'expériences différentes. Le spiritualisme nous invite à faire des expériences intérieures. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin du chapitre 2. Donc très bientôt nous allons commencer le chapitre 3 qui s'appelle La pensée, instrument de conception du monde. Tiens, à ce sujet, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on aurait bien pu emporter avec soi lorsqu'on s'est séparé du monde des origines, de notre union naturelle avec le monde? Qu'est-ce qu'on aurait bien pu emporter avec soi?